Bonjour à toutes et à tous et merci d'être ici présent pour cette émission un peu spéciale. On va parler des astéroïdes au regard de Asteroid Day qui arrive le 30 juin prochain. Cette émission vous est proposée par l'ESA et on a des invités de première main pour intéresser un petit peu le grand public à ce que sont les astéroïdes. Et quand je parle d'invités de première main, il ne s'agit pas du tout de moi, vous allez voir de quoi je veux parler. Notamment, nous avons avec nous Marc Serres qui est directeur général de l'Agence spatiale luxembourgeoise. Naomi Murdoch de l'ISAE Supaéro à Toulouse, qui va nous parler, donc, parce qu'elle est chercheuse en planétologie et responsable, enfin, elle est chercheuse également sur les CubeSat Hera. On va beaucoup parler de la mission Hera, à mon avis. Yann Carnelli de l'ESA, qui est responsable de la mission Hera, pour le coup. Aurélie Moussy du CNES, qui est chef de projet mascotte Hayabusa 2. Ça, il va y avoir des choses intéressantes. Léopold Eyars de l'ESA, qui est astronaute, avec notamment une mission à bord de la station Mir en 98 avec Soyouz, et une mission de 48 jours dans l'ISS en 2008 avec un aller à bord de la navette Atlantis et le retour avec la navette Endeavour. Et enfin, Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, qui travaille à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et si je termine par Patrick, c'est parce que ma première question est pour vous, Patrick. Alors, vous allez voir, c'est une question très basique. Patrick, c'est quoi un astéroïde ? Oui, bonjour. Alors, en fait, un astéroïde, c'est un des restes des briques restantes en fait, de la formation des planètes. Donc au départ, on va remonter il y a très longtemps, il y a 4,567 milliards d'années, c'est facile à retenir. Notre système solaire était en fait un disque de gaz et de poussière qui entourait le Soleil. Et c'est dans ce disque de gaz et de poussière que les planètes ont commencé à se former par accumulation de ces poussières. Ces petites poussières micrométriques, de l'épaisseur de mon cheveu, rentraient en collision les unes avec les autres. Elles ont commencé à grossir. Et puis, pour certaines d'entre elles, elles ont atteint la taille de ce qu'on appelle les planétésimaux, taille de 1 km, 10 km. Puis certaines embryons planétaires, taille de Mars ou de la Lune. Et puis, pour les plus chanceux d'entre eux, elles ont fini en planète. Simplement, une partie de ce matériau n'a jamais réussi à être attiré pour former une planète et s'est parqué entre Mars et Jupiter. Et c'est entre Mars et Jupiter qu'on a donc cette ceinture des astéroïdes. Et donc les astéroïdes, finalement, ce sont des corps qui sont témoins des premiers instants de la formation des planètes, puisque ce sont les restes des briques qui ont formé les planètes. Et ils ont un énorme avantage, c'est que contrairement aux planètes qui sont grosses, donc leur matériel c'est à chauffer, donc tout s'est transformé chimiquement, un petit peu comme quand je mets des jaunes d'œufs dans une poêle, ça se transforme en omelette quand on chauffe. Eh bien, les astéroïdes, eux, sont restés suffisamment petits pour qu'ils n'aient pas été vraiment beaucoup chauffés. Ce qui veut dire que leur composition n'a pas trop évolué au cours du temps et donc elle est encore fidèle à la composition de la nébuleuse solaire dans laquelle les planètes sont formées. Est-ce que la Terre était un astéroïde ? Oui, toutes les planètes, ils ont été des astéroïdes à un moment donné, dans le passé. Et en fait, ces astéroïdes, oui, ils se sont regroupés l'un l'autre pour former des planètes de plus en plus grandes, à partir de planétésimales, comme disait planétoïdes, comme disait Patrick. Et du coup, oui, toutes les planètes du système solaire, toutes les planètes près du Soleil, les planètes telluriques, les planètes rocheuses, ils ont été des astéroïdes à un moment donné dans le passé. Tout à fait. D'accord. Moi, ma vision d'un astéroïde, c'est que, en quelque sorte, c'est une espèce de gros rocher. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça ? Ça reste principalement des roches, mais c'est pas si simple non plus. Parce que ce qu'on a vu avec toutes les missions spatiales, chaque fois on va rendre visite à un astéroïde, en fait, on se rend compte que leurs formes sont vraiment différentes. C'est assez divers comme population. Donc, on a des astéroïdes qui ressemblent effectivement à des roches, mais d'autres, c'est des collections de cailloux qui sont tenus ensemble sous les effets de la gravitation. Il y en a qui sont en forme de banane. Par exemple, l'astéroïde Eros, on dirait une banane quand on le regarde. Oui, effectivement, c'est des roches, mais des roches très intéressantes, de formes très diverses. Et il y a aussi parfois des astéroïdes métalliques aussi. Donc, on ne peut pas dire simplement c'est que des roches là-haut. Il y en a qui sont métalliques, il y en a qui sont faits des roches. D'accord. Alors justement, avant de rentrer vraiment plus dans le détail des astéroïdes, je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour parler de la ceinture d'astéroïdes, parce que pour le coup, c'est une chose que le public connaît bien, au moins de nom. On a des représentations, notamment grâce à des films. Vous allez pouvoir me dire quelle est la réalité, la plausibilité de ce qu'on peut voir dans ces films. Ma première question, c'est d'abord, pourquoi est-ce que la ceinture d'astéroïdes, c'est pas devenu une planète ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir sur ce sujet ? Alors, c'est pas devenu une planète, j'y vais, mais il faut me couper. C'est pas devenu une planète parce qu'en fait, pour des raisons un peu longues à expliquer,
les planètes géantes se sont formées, voilà, les planètes géantes se sont formées les premières, en l'occurrence Jupiter, dans le premier million d'années d'existence du système solaire. Et puis ensuite, quand les planètes ont commencé à se former de l'autre côté, Mars, entre les deux, en fait, il restait une zone où les cailloux, leur vitesse relative était trop grande pour que, quand ils rentrent en collision, ça colle. Simplement parce que quand on a une attraction d'un côté d'une grosse planète et une attraction de l'autre côté d'une autre petite planète, eh bien simplement ça augmente les vitesses de rencontre. Et donc quand les corps se rencontrent, au lieu de s'accumuler, en fait, ils se détruisent. Et d'ailleurs la ceinture qui a donc été là une fois que les planètes étaient formées a subi des événements majeurs. Elle s'est vidée 2 fois au moins. Donc elle a perdu plus de 99% de sa masse parce qu'il faut savoir qu'au début des premier stade de l'évolution de nos planètes, il y a eu une sorte de danse planétaire. Les planètes ont bougé à cause de certains phénomènes, et ça a entraîné des migrations violentes de corps, et en particulier d'ailleurs des bombardements intenses. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que l'un des scénarios qu'on a, c'est que peut-être que les astéroïdes ont apporté tous les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre, parce que, et on le verra plus tard certainement, certains sont probablement riches en matériaux organiques, et on se demande si justement ces bombardements intenses ont pu apporter les éléments qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. Merci pour cette transition. Du coup, Aurélie. Oui. Alors, on va parler un petit peu. Donc on va revenir un petit peu sur la ceinture d'astéroïdes et sur, je dirais, qu'est-ce qui peut intéresser, mis à part l'intérêt qu'on peut avoir pour les objets qui sont dans le ciel. Qu'est-ce que ça a d'intéressant un astéroïde? Encore une fois, pour moi, c'est un agrégat de cailloux. Alors, en fait, d'abord, c'est pas très. On a un peu une obsession de notre côté pour les missions, toutes les missions dans planétologie ou en exploration. On est un peu monomaniaque. On cherche tous à comprendre comment s'est formé le système solaire, comment la vie est apparue sur Terre, comment l'eau est apparue sur Terre. Donc, c'est à peu près toutes les missions ont pour objectif ultime de répondre à ces questions. Je nous considère un peu comme moitié archéologue, moitié détective, en fait. Ça paraît pas très sexy comme ça, mais... si. Ah si Bon, ok. Si. Attendez la fin de la phrase, parce que comme dans tous les bons polars, le détective trouve les indices en fouillant les déchets et en faisant parler la poussière. Donc c'est un peu, là d'un seul coup c'est un peu moins sexy et c'est un travail de patience. Mais comme l'a dit Patrick, les astéroïdes ont l'énorme chance d'être des restes de la formation du système solaire, donc ont été très peu finalement touchés, très peu évolués par rapport aux planètes. Donc on espère, les comètes ont un peu aussi ça en commun, on espère qu'en les étudiant, on puisse remonter à un maximum d'informations sur leur passé, leur composition, leur forme, voilà. Tout ce qui peut nous aider à comprendre comment le système solaire s'est formé, comment l'eau est arrivée sur Terre, comment la vie est arrivée sur Terre. Et alors, cerise sur le gâteau, comparé aux planètes, c'est assez facile. Alors, assez facile. Je ne vais pas dénigrer, en fait, on est des experts, c'est très très difficile de le faire, mais par rapport aux planètes, quand on veut collecter des échantillons pour repartir vers la Terre et les ramener, on n'a pas à s'affranchir de la gravité. Et mine de rien, pour l'instant, c'est pour ça qu'on ne sait toujours pas ramener des échantillons de Mars. C'est que c'est tellement compliqué de se réarracher à la planète pour revenir sur Terre que pour l'instant, le seul endroit où on sait le faire, c'est sur des petits corps qui ont une faible gravité, comme les astéroïdes, comme éventuellement les comètes, mais comme des lunes, pour les missions à venir aussi. Ce genre de corps nous intéresse beaucoup. Les astéroïdes, comme disait Patrick, c'est des objets super fascinants. Aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs programmes mondiaux qui servent à les observer, les suivre, les tracer. Alors, au début, et y compris aussi des amateurs qui passent leur nuit à chercher et suivre ces petits corps. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est intéressé. Évidemment, on a la Lune, qu'on peut voir tous les soirs, dont on voit beaucoup de cratères qui nous rappellent des potentiels dangers d'impact, mais c'est pas seulement les impacts.
c'est aussi le fait qu'en suivant les trajectoires, on peut apprendre beaucoup sur ces corps. Il y avait le cas de certains astéroïdes qui, au fait, avaient des trajectoires qu'on ne pouvait pas prédire il y a quelques années. Et on s'est aperçu, en les suivant, effectivement, que pour faire matcher leur trajectoire avec les calculs qui étaient faits, on s'est aperçu, les scientifiques sont aperçus qu'en fait, il devait y être une autre force qui expliquait une espèce un mouvement pas tout à fait corrélé au modèle mathématique. Et on s'est aperçu qu'en fait, la force de radiation thermique qui est irradiée par un astéroïde pendant son chauffement et déchauffement génère une force qui peut perturber la trajectoire d'un astéroïde. Alors c'est une toute petite force, mais ça a une implication fondamentale, par exemple sur le calcul de probabilité d'impact des astéroïdes. Quand on fait des propagations orbitales de plusieurs décennies, voire siècles, cette petite force peut effectivement changer considérablement la probabilité d'impact d'un astéroïde. Et comme cela, il y a d'autres phénomènes qui se produisent. Donc c'est extrêmement important, pas seulement de découvrir les astéroïdes, mais aussi de les suivre tout au long de leur trajectoire, de leur orbite, afin de pouvoir calculer, estimer leur masse, mais aussi des propriétés qu'on peut découvrir même aujourd'hui. Et donc pour cela, il y a plusieurs programmes de l'ESA, de la NASA principalement, qui financent des télescopes pour observer ces objets et les suivre toutes les nuits. Comme je disais, il y a aussi une contribution fondamentale des astronomes amateurs, parce que beaucoup d'eux, au fait, suivent les astéroïdes la nuit et donnent leurs données à un centre qui s'appelle Minor Planet Center, centre aux États-Unis, toutes ces données, et dont on utilise tous les jours pour recalculer la probabilité d'impact. C'est des programmes très importants, et c'est aussi, pas seulement du point de vue disons, scientifique, mais aussi, je trouve, de relations internationales, parce qu'effectivement, c'est un programme mondial qui fédère beaucoup d'agences européennes, mais aussi américaines, indiennes, etc., japonaises. Donc, c'est une thématique, disons, planétaire, très importante, et donc Naomi peut nous raconter aussi d'autres propriétés qu'on peut déduire de ces observations, je trouve. Merci. Oui, et peut-être quelque chose d'intéressant à ajouter, c'est le fait que, oui, comme Yann a dit, il y a beaucoup de programmes pour surveiller, pour détecter ces astéroïdes, parce qu'on ne les connaît pas pour l'instant. On ne connaît pas tous les astéroïdes qui existent. On pense connaître tous les plus grands astéroïdes, mais les petits, qui sont beaucoup plus nombreux, parce qu'en fait, il y a les astéroïdes, où il y a à peu près 100 000 astéroïdes qui sont un diamètre supérieur à 10 km. Mais si on parle de plus petits, les astéroïdes autour de 100 mètres, il y a des millions. Il y a des millions, et du coup, il faut les détecter avec ces télescopes au sol ou dans l'espace. Et ensuite, il faut les surveiller. Et c'est très important. Et la raison pour laquelle c'est plus compliqué de détecter ces petits, même s'ils sont plus nombreux, c'est que en fait, l'astéroïde n'émet pas de lumière. Donc, il peut simplement réfléchir la lumière qui vient du Soleil. Et du coup, quand un astéroïde est grand, ça peut réfléchir beaucoup de lumière et c'est plus facile à détecter. Mais quand les astéroïdes sont petits, ils ne vont pas réfléchir beaucoup de lumière. Et du coup, ça va être très compliqué de les détecter et de les observer avec les télescopes au sol. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de programmes d'observation, coordonnés d'ailleurs, pour pouvoir détecter et ensuite surveiller tous ces astéroïdes qui existent. Voilà. Merci. J'ai entendu parler plusieurs fois de collaboration, de coopération, de participation des astronomes amateurs, tout ça. Et justement, ça va être l'occasion d'échanger avec Marc Serres, parce que vous avez un point de vue assez unique sur le sujet, puisque vous dirigez vous-même une agence spatiale. Donc, je pense que vous êtes
très bien placé pour pouvoir nous parler un petit peu de l'importance de la collaboration internationale et peut-être aussi nous parler des spécificités de l'agence spatiale luxembourgeoise, dont je suis le premier à admettre que c'est une agence que je ne connais pas bien. Je la connaissais de nom. Voilà. Donc, avec plaisir pour nous indiquer un petit peu quel peut être son rôle autour de tout ce qui concerne les astéroïdes et dans la collaboration internationale. L'agence spatiale luxembourgeoise, elle existe seulement depuis assez peu de temps. Et notre principale mission ici au Luxembourg, c'est de contribuer à la diversification économique du pays. Alors ceci étant dit, ça c'est un objectif assez court terme, je dirais au moyen terme. Nous avons aussi, dans les priorités que nous avons définies au niveau du Luxembourg, une initiative qui est un peu plus visionnaire. Et c'est évidemment dans ce contexte qu'on s'intéresse aux astéroïdes, puisque l'idée que nous encourageons, ou en tout cas dont nous faisons la promotion, c'est d'utiliser les ressources que l'on peut trouver dans l'espace. Alors juste pour mettre ça un peu dans le contexte, aujourd'hui, quoi que l'on fasse dans l'espace, il faut prendre tout ce dont on a besoin avec nous. Que ce soit des missions pour aller sur la Lune, que ce soit des missions pour aller sur Mars ou ailleurs, celles aussi qui vont explorer d'autres planètes ou des astéroïdes. Et donc l'idée ici, c'est d'utiliser les ressources que l'on trouve sur place pour contribuer à l'activité qu'on a dans l'espace. Et il y a différents endroits où on peut trouver des ressources. Et les astéroïdes, c'est une des catégories, je dirais, d'objets célestes sur lesquels on peut trouver des ressources. Je crois que Patrick, Naomi et Aurélie en ont déjà cité plusieurs. Et donc, celles qui sont évidemment intéressantes et auxquelles on pense tout de suite, par exemple, pour construire des structures, ce sont par exemple les métaux. L'eau aussi est envisagée comme étant une ressource extrêmement importante. Ça peut être utilisé comme un carburant, puisque l'eau est constituée d'hydrogène et d'oxygène. Alors quand on parle aussi d'activité humaine dans l'espace, évidemment l'oxygène est extrêmement importante. Si on doit prendre tout l'oxygène avec que des astronautes ou des futurs astronautes sur la Lune auraient besoin, eh bien si on est capable de générer l'oxygène à partir de ressources que l'on trouve dans l'espace, eh bien ça va nettement faciliter les activités spatiales. Et dans ce contexte, nous avons aussi fait une étude il y a à peu près 2 ans maintenant sur la chaîne de valeur qui est liée à l'utilisation des ressources spatiales. Et là, évidemment, maintenant, je sors un petit peu du contexte purement lié aux astéroïdes, mais on a identifié comme étant une des applications les plus probables dans les 10 à 15 prochaines années l'utilisation de l'eau que l'on trouve sur la Lune comme carburant. Donc ça, c'est une des applications et une des utilisations pratiques des ressources que l'on peut trouver dans l'espace. Bon, voilà, maintenant, les astéroïdes, comme je l'ai dit aussi, on l'a dit, il y a des astéroïdes qui sont composés de métaux, il y en a qui sont plutôt rocheux, il y en a qui ont aussi de l'eau dans leur composition. Et donc, voilà. Ici, au Luxembourg, on promeut l'utilisation des ressources spatiales. Et donc, pour nous aussi, toutes ces démarches scientifiques sont extrêmement importantes. Si on veut demain être capable de convertir une ressource que l'on trouve sur un astéroïde, produit dans un service que l'on peut offrir à une agence spatiale ou à une entreprise privée, on pourrait très bien imaginer aussi que ce carburant serve à refaire le plein d'une fusée ou d'un satellite. Eh bien, on a besoin aussi de connaître tous ces objets. Donc, les identifier, les caractériser, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants aussi dans cette démarche un peu visionnaire de l'utilisation des ressources spatiales. Mais il y a effectivement des technologies comme la navigation de proximité qu'Aurélie connaît très très bien. Donc pour la première fois, la mission va développer ou tester des nouveaux algorithmes qui sert à une espèce d'autopilote de la sonde. Donc pour la première fois, on aura une sonde qui sera un peu plus intelligente et capable de naviguer autour de l'astéroïde de façon autonome. Alors sur Hera, ça sera encore
une phase expérimentale de la mission. Ça va pas être, on va encore faire les choses comme il faut, comme on sait faire. Mais effectivement, on va utiliser cette sonde de façon un peu innovante pour tester ce genre de technologie. Alors pour ERA, pourquoi c'est une expérience? C'est parce qu'au fait, on n'en a pas forcément besoin. Et d'ailleurs, les sondes Hayabusa 2, Rosetta étaient toujours pilotées par des ingénieurs à terre, donc ça, c'est faisable. Mais si on veut un jour effectivement extraire des ressources ou faire des opérations un peu plus complexes, c'est vrai qu'il y a un moment où il y a une limite physique qui est la distance et le temps qu'il faut au signal pour rejoindre la sonde. Et donc, on ne peut pas effectivement planifier tout depuis la Terre si on veut vraiment utiliser au maximum les ressources de la sonde. Et c'est pour ça que ERA fait un pas vers le futur pour permettre un jour effectivement des opérations plus complexes qui seront justement de s'accrocher par exemple à un astéroïde pour pouvoir excaver et extraire des ressources, etc. Donc ERA démontrera et validera ces technologies. On utilisera aussi des nouvelles technologies, justement des CubeSats. CubeSats, c'est un peu des petits drones spatiaux, des microsatellites qui on va déployer en proximité de la surface de Didymos, dans l'occurrence, qui nous permettra pas seulement d'amener d'autres instruments par rapport à la sonde ERA, mais aussi d'avoir cette prise de vue différente. Donc on aura pour la première fois 3 petites sondes qui vont voler autour du même sujet et l'étudier de points de vue complètement différents avec des instruments différents et complémentaires. Alors il y a un instrument qui va être aussi à la une, c'est un radar, d'ailleurs de construction luxembourgeoise et française. Ça sera la première fois que l'homme enverra un radar explorer un astéroïde, ce qui nous permettra de faire pour la première fois une espèce de rayon X d'un astéroïde et comprendre exactement la structure interne d'un astéroïde. Aujourd'hui, les scientifiques comme Naomi et Patrick nous habituent à des modèles qui sont créés basés sur des simulations et aussi des images de la surface, mais on n'a jamais pu mesurer directement l'intérieur d'un astéroïde. Donc je trouve que ça, c'est un instrument extrêmement important pour la mission ERA, dans le cas va nous donner aussi beaucoup d'informations sur l'impact DART, mais ça, on reviendra. Et on aura aussi évidemment des instruments qui nous permettront de comprendre un peu la composition de l'astéroïde, donc de quelle matière il est fait, et la structure aussi de la surface, etc. Donc, avoir des CubeSats aujourd'hui nous permet aussi d'avoir des missions à faible coût, mais à donner un retour encore plus grand à la mission et aussi, évidemment, prendre un peu plus de risques. On utilise des sondes qui coûtent un peu moins cher, donc effectivement, on pourra s'approcher encore plus à la surface et faire des opérations encore plus complexes. D'accord, et on va parler plus en détail de la mission ERA, mais avant, alors c'est simplement pour faire ça un tout petit peu plus dans l'ordre chronologique, on a parlé plusieurs fois, on a évoqué le nom Hayabusa, et j'aimerais justement qu'on parle un peu de la mission Hayabusa 2 et en particulier aussi de Mascotte. Donc Aurélie, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots déjà ce que c'est que la mission Hayabusa 2, donc une mission japonaise je crois, et ensuite ce que fait Mascotte, voilà, c'est à vous. Tout à fait. Alors ça va être difficile de faire en quelques mots parce que c'est un peu 10 missions en une, quoi. Mais allons-y. Je vais faire mon mieux. Donc tout d'abord, Hayabusa, en fait, en japonais, donc c'est une mission japonaise, tout à fait. Alors en japonais, ça veut dire faucon pèlerin. Donc ça va bien avec nos fans du Faucon Millennium, on est pas mal. Et ça a été choisi parce que ça représente bien l'intention de la mission. En fait, l'objectif premier, c'est de récupérer des échantillons. Et donc la sonde s'approche, descend en piqué, comme l'oiseau, récupère sa proie et repart. Donc ça, c'est l'objectif premier de la mission Hayabusa 2, c'est ramener des échantillons d'astéroïdes sur Terre. Mais il y a beaucoup d'objectifs
en plus. Donc la mission a été lancée en décembre 2014. À l'été 2018, elle est arrivée à proximité de l'astéroïde dont on ne connaît rien. Comme Naomi le dit, souvent on ne sait rien de ces objets. Donc on arrive un peu aveugle. Et puis on a 1 mois, 2 mois maximum, comme pour Rosetta d'ailleurs l'avait fait pour Chury, pour se faire une idée de l'environnement. Donc la forme, la gravité. Donc il y a eu plusieurs expériences. Par exemple, la sonde s'est laissée tomber en chute libre pour essayer d'estimer l'attraction, donc la gravité liée à l'astre. À bord de cette sonde, on avait aussi des passagers, tout comme il y aura à bord de la sonde ERA des CubeSat. On avait Mascot, un petit atterrisseur donc franco-allemand, de la taille d'une boîte à chaussures, mais bon, beaucoup plus cher, même beaucoup plus cher qu'un Louboutin. On est à une autre gamme de prix. Cette boîte à chaussures avait pour objectif d'être l'éclaireur pour la sonde. Donc c'est un mini laboratoire avec 4 instruments, donc c'est principalement franco-allemand, qui avaient pour objectif d'être les premiers à faire une analyse succincte du sol, en fait, de l'astéroïde et du sol. De la surface, vraiment? De la surface. D'accord. Tout à fait. Et la surface est en sous-surface, mais très proche. Enfin, on est dans quelques centimètres. La couche supérieure. On n'est vraiment pas dans. On n'avait pas de foreuse, malheureusement, pas comme sur Philae. Donc, cet atterrisseur a été largué en octobre 2018, avant la première récolte de la sonde. Donc, c'est une mission très courte, on est un peu cow-boy en général quand on fait ce genre de choses, comme avec Philae. Ça dure quelques heures. Là, on a eu de la chance, ça a duré 17 heures. On s'attendait à 12 heures, donc on a été vraiment très contents. Et au moins, contrairement à Philae, on a réussi à avoir une nuit de sommeil avant et après, parce que Philae, ça a duré 3 jours, c'est un peu long. Et donc, cette mission avait donc pour objectif d'étudier de voir pour une première fois la dureté du sol, l'aspect du sol à proximité, une composition grossière du sol, enfin toutes ces infos qui peuvent être utiles pour la sonde quand elle va après faire un prélèvement d'échantillons en fait. À bord, on avait aussi des petits robots appelés Minerva, des démonstrateurs en fait, de la taille de cette taille-là, qui ont été, donc un a été largué avant Mascot, 2 après, avec des caméras, essentiellement juste une mini caméra et une sonde de température, pour pareil, essayer de mieux cerner l'objet. Et là, c'est là où j'adore cette mission. Entre les 2 récupérations d'échantillons, une charge explosive avait été embarquée à bord. Donc, on avait un impacteur à bord, avec quelques kilos de charge explosive, un projectile de cuivre qui a été donc largué de la sonde. Alors, pourquoi du cuivre? Parce que comme ça, on ne le confond pas avec ce qui est... on peut facilement extraire les restes du projectile de ce qui est au sol. Qui a été donc largué de la sonde. Bon, la sonde s'est mise à l'abri, parce que l'objectif, c'était quand même pas de détruire notre sonde, et a créé un cratère artificiel au sol, sur l'astéroïde Ryugu, de manière à aller récupérer des échantillons d'astéroïdes qui venaient de la couche plus profonde. Donc, on suppose moins altérés par l'environnement. Une fois ces 2 récupérations faites, donc là maintenant la sonde est en chemin, retour. Elle est partie en fin d'année dernière, elle arrive à la fin de cette année, avec son précieux chargement. Donc à bord de la sonde, il y a une capsule avec les 2 récoltes. À la fin de l'année, la sonde arrivera près de la Terre, larguera sa capsule, qui atterrira. Donc là, on n'a pas d'homme à bord de la capsule. Elle ressemble beaucoup à une capsule de Soyouz, un peu sur la forme, mais on a juste un compartiment scellé. Ça va atterrir dans le bush australien. Il y a un film avec une bouteille de coca qui a atterri, pareil. Voilà. Un film. Ça va atterrir dans le bush australien, puis être récupéré au Japon. Et on a la chance, nous, avec la France, de participer à l'analyse préliminaire de tous ces échantillons dans un laboratoire
avant que tous les laboratoires du monde entier qui ont un intérêt dans ce genre de matériaux récupèrent chacun des bouts pour faire leurs propres analyses un peu plus destructives. Alors, je sais pas à quelle distance était la station Mir, mais la station spatiale internationale, c'est quelques centaines de kilomètres. Je crois que c'est 400 ou 450 kilomètres. Je crois que l'humain qu'on a envoyé le plus loin, ça devait être juste derrière la Lune, donc c'est, on va dire, autour de 400 000 kilomètres. Là, on est en train de parler de quand même distances beaucoup plus grandes. Comment est-ce que, donc Léopold, avec votre expérience d'astronaute, comment est-ce que vous voyez l'exploration spatiale humaine dans l'avenir, que ce soit vraiment à moyen ou long terme? Alors, comme vous l'avez dit, on est en ce moment avec la station internationale en orbite basse, autour de la Terre, à 400 km, c'est vraiment la porte à côté. Mais on envisage bien sûr une exploration plus lointaine, qui a déjà été entreprise il y a 50 ans maintenant, mais qui reste relativement proche. Les missions lunaires, c'est de l'ordre de 300 000 km à peu près. C'était des missions qui étaient vraiment très courtes. On restait quelques jours en dehors de l'environnement électromagnétique terrestre. Il faut savoir que en orbite basse, comme sur la Station spatiale internationale en ce moment, on est vraiment à l'intérieur de l'environnement électromagnétique terrestre, donc on est protégé d'un certain nombre de choses, en particulier certaines radiations, ce qui n'est plus le cas lorsqu'on s'éloigne de quelques dizaines de milliers de kilomètres de la Terre, et en particulier lorsqu'on va vers la Lune. Donc si on envisage des missions encore plus lointaines, il faut savoir qu'on sera effectivement exposé à cet environnement de l'espace profond, où on trouve différents types de rayonnements, en particulier des rayonnements galactiques, qui sont sans doute plus dangereux pour l'être humain, et on y sera exposé pendant des périodes de temps de l'ordre de quelques mois à plusieurs années, en particulier si on envisage des missions martiennes. Si on envisageait une mission vers un astéroïde, ce qui est aussi une possibilité, on serait à peu près dans les mêmes conditions, parce que il y a très peu d'astéroïdes qui passent à 400 km de la Terre, et donc on pourrait imaginer d'aller vers un astéroïde qui passe relativement près de la Terre, mais qui serait de toute façon à des distances sans doute plus éloignées que la Lune, ce qui voudrait dire une mission en espace profond aussi pendant plusieurs mois, avec toutes les complications que ça représente. D'accord, mais alors du coup je vais aussi enchaîner sur une autre question. C'est une question moi qui m'a toujours passionné, et j'ai déjà entendu plusieurs réponses différentes sur le sujet. J'aimerais vraiment votre réponse. C'est aujourd'hui on sait envoyer, alors je dis pas que c'est simple, c'est très compliqué, on sait envoyer des sondes, on peut les envoyer sur Mars, on peut envoyer une sonde sur Jupiter si on veut, on peut envoyer quelque chose se poser sur Europe, et on se dit bon ben on envoie une machine, si jamais il y a un problème, ça a coûté de l'argent, mais c'était juste une machine. Et pourtant, moi, je reste persuadé, sans être capable d'argumenter, je reste persuadé au fond de moi que c'est important d'être capable d'envoyer aussi des humains. Donc, je voudrais savoir, l'astronaute que vous êtes, qu'est-ce qu'il en pense de cet intérêt d'envoyer un humain loin, prendre des risques qui peut-être sont pas nécessaires, où on pourrait faire peut-être pas tout à fait la même chose, mais on pourrait se contenter d'envoyer une machine? Alors, comme vous pouvez l'imaginer, je ne vais pas vous dire que j'y suis opposé, bien entendu, mais je pense que c'est un débat qui a lieu depuis très longtemps. Mais si on veut pouvoir réaliser des opérations, en particulier de la recherche scientifique, et pouvoir plus tard même développer une exploitation des planètes, par exemple, il faudra à un moment donné envoyer des humains. Je pense que les scientifiques sont d'accord pour dire aussi que s'ils pouvaient aller eux-mêmes directement sur Mars ou sur la Lune pour faire leurs recherches, ils vous diraient que c'est plus simple de faire de la recherche dans ces conditions, sachant bien entendu qu'il y a un certain nombre de problèmes. Envoyer des humains, ça rend les choses beaucoup plus compliquées, mais surtout beaucoup plus chères. Et non seulement aujourd'hui on n'est pas capable de maintenir des équipages, des astronautes dans de bonnes conditions sur le plan médical à des distances éloignées de la Terre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, encore à plus forte raison. Mais en plus de ça, les coûts que ça représente sont gigantesques. Les missions martiennes, il faut se représenter ça comme de l'ordre de plusieurs centaines de milliards,
dollars ou d'euros, comme vous voulez. Et bien sûr, c'est un frein au développement de ce genre d'exploration spatiale. Néanmoins, je pense qu'il faut y aller progressivement. Donc aujourd'hui, on essaie de rendre les opérations en orbite terrestre relativement routinières. Je crois qu'on y est parvenu avec la Station spatiale internationale, puisque ça fait maintenant 20 ans qu'elle est en exploitation, qu'il y a des équipages à bord de l'ISS, et qu'elle devrait être encore là pour au moins une dizaine d'années. On commence maintenant à envisager des opérations sur la Lune aussi de façon régulière, routinière, avec peut-être des séjours plus courts. Mais bon, je pense que progressivement, au fil du temps, de l'avancée de la technologie, de la médecine, et bien sûr en faisant ça de façon progressive, avec des coûts relativement limités, on arrivera sans doute à envoyer des gens, alors d'abord sur la Lune et peut-être plus tard sur Mars. Très bien, merci. Justement, je rebondis sur un truc qui vient d'être dit. Marc Serres, donc on parlait de l'exploitation éventuelle à l'avenir des ressources, par exemple des astéroïdes. Et alors effectivement, ce qui se passe, c'est moi la question que j'ai envie de me poser. Alors ça va être vraiment une question un peu naïve, hein, mais c'est envoyer une machine. Je ne sais pas si on devrait dire une sonde, une foreuse. Envoyer une machine vers un astéroïde, ça va coûter très très cher. Est-ce que les ressources qu'on est capable d'en extraire valent ce coût, en fait? Est-ce que ça peut être est-ce qu'il y a je vais le dire vraiment vulgairement, hein, mais est-ce qu'il y a un business model à l'extraction de ressources d'astéroïdes? Alors c'est une très bonne question. Hein, c'est pas du tout naïf. Je pense que dans les analyses que nous souhaitons faire ou que nous avons déjà faites, cette question du sens que cela a le faire d'un point de vue économique est extrêmement important. Alors, c'est comme pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça va certainement être un coût important ou trop important. Mais le fait de continuer à le faire, on va pouvoir aussi baisser le prix de ce genre de mission. Donc, c'est évident, mais ce n'est pas parce que c'est difficile et que ça peut être coûteux au départ qu'il ne faut pas essayer de le faire. Je pense qu'on vient juste de discuter, je dirais, des missions d'astronautes dans l'espace. Mais par exemple, ça, c'est vraiment une justification extrêmement importante de l'utilisation des ressources. Arriver à rendre les activités plus durables, moins chères, plus faciles pour des êtres humains dans l'espace, ce ne sera possible que si on maîtrise l'utilisation des ressources dans l'espace. Maintenant, il est temps, avec Naomi, j'imagine, de parler un petit peu de la mission Hera, mais qu'on ne peut pas, je pense, séparer de la mission DART. Donc, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous expliquer globalement l'objet de cette mission et comment ça va se dérouler, et ensuite le rôle de l'ESA donc, sur tout ce qui est Hera? Donc, Hera et DART, moi je dis, c'est les plus belles missions de l'Agence spatiale européenne et américaine. On y travaille depuis 20 ans aujourd'hui. On était jeunes avec Patrick. Ça fait presque 20 ans qu'on travaille sur ce concept de mission. Donc on est très très content dessus. Alors le concept est assez simple. Dans les années 2000, on se posait la question si on pouvait effectivement protéger éventuellement un jour d'un impact d'astéroïde. Ça a fallu un peu de temps. Mais éventuellement, on est tous d'accord que la méthode la plus technologiquement prête, c'est celle d'impacter un astéroïde avec une sonde. C'est pas un missile, c'est une sonde, comme celle qu'on envoie sur d'autres planètes, à haute vitesse, et de changer sa vitesse de quelques fractions de millimètres par seconde. Alors tout, disons, marche en théorie sur les simulations numériques. La question, et on a fait des tests dans des laboratoires, etc. La question, est-ce que ça marche dans la réalité? Dont l'intérêt et dont l'objectif de la mission DART et Hera. Donc l'idée, c'est effectivement de tester une méthode de déflexion d'astéroïdes. La sonde DART en particulier, qui est sous la responsabilité de la NASA, va être lancée en juillet de l'année prochaine. Et va impacter la Lune d'un petit astéroïde qui s'appelle Didymos,
qui fait à peu près 150 mètres de diamètre et orbite à quelques centimètres par seconde autour du corps principal. Il va l'impacter en octobre 2022. Après l'impact, il y aura plein de télescopes à Terre qui vont observer l'astéroïde et notamment mesurer depuis la Terre le changement de vitesse. Et ça, grâce aux mêmes techniques qu'on utilise pour chercher ou chasser les exoplanètes, c'est-à-dire on regarde l'intensité lumineuse de l'astéroïde, donc la lumière du Soleil qui est réfléchie par l'astéroïde. Et chaque fois que la Lune passe entre la Terre et l'observateur, on voit une diminution de l'intensité lumineuse. Donc on voit comme des pulsations. En mesurant les pulsations avant et après l'impact, on peut en déduire le changement de vitesse qui a été donné par DART. Cela nous donnera une certaine confiance de la validité des modèles numériques. Le problème, c'est que après, il y a toute une autre partie de l'histoire qui est comprendre, comme disait Aurélie au début, l'investigateur qui arrive pour comprendre exactement de près avec la poussière, enlever la poussière et comprendre exactement ce qui s'est passé dans l'expérience. Et ça, c'est l'objectif de la mission Hera, qui va être lancée en 2024 et va arriver en décembre 2026, avec toute une sorte d'instruments dont je parlais tout à l'heure d'un radar pour comprendre la structure interne, sachant que par exemple si la Lune avait à avoir beaucoup de vides à l'intérieur, ces vides vont en quelque sorte fonctionner comme des airbags, donc vont absorber l'énergie de la sonde DART. Si c'est un monolithe rocheux, l'onde de choc va traverser l'astéroïde et là il y a plein de choses qui pourraient se passer, ça pourrait se fissurer, mais aussi éventuellement détacher un morceau d'astéroïde de l'autre côté et donc même ralentir l'effet ou diminuer l'effet de la déflexion. Donc il y a tout un scénario de cas qui peuvent s'avérer et donc il est fondamental qu'on puisse arriver sur l'astéroïde et comprendre de près ce qui s'est passé. Ça c'est Hera, il va rester sur place 6 mois. Et on va amener avec nous donc 2 CubeSats. Le premier CubeSat luxembourgeois et français, avec un radar, aussi avec un gravimètre pour mesurer la gravité très précisément de l'astéroïde, qui nous donne aussi des informations sur la structure interne. Et on va essayer évidemment de faire atterrir aussi ce CubeSat sur la surface pour voir de près la structure de la surface. Et le deuxième CubeSat italien va être sélectionné d'ailleurs mercredi prochain et aura avec soi un instrument, une caméra qu'on appelle multispectrale. Ça nous permet de voir l'astéroïde en plusieurs fréquences d'ondes et donc comprendre quelle est ses propriétés de surface, et aussi un instrument qui va détecter la poussière qu'il pourrait y avoir dans l'environnement et qui aussi donne des informations sur la dynamique de ce corps. Oui, bien sûr. Donc, un des enjeux pour cette mission, c'est justement d'étudier la structure interne de l'astéroïde. Et du coup, pour faire ça, donc il y a plusieurs instruments qui pourraient être utilisés. Donc il y a un sismomètre, il y a un accéléromètre qui peut utiliser la surface, il y a le radar comme évoqué Yann. Et donc sur un de ces CubeSats, il y aura le radar et un gravimètre à bord. Et donc le radar, ça va fonctionner en envoyant des ondes radio pour regarder à l'intérieur de l'astéroïde. Et les gravimètres, ça va fonctionner quand on est au sol. Donc un des grands enjeux, c'est, comme Aurélie a expliqué tout à l'heure, c'est d'arriver à la surface de ces petits corps. Notamment, il ne faut pas oublier que cet astéroïde, ce n'est pas un astéroïde simple, c'est un binaire. Et du coup, il y a beaucoup plus de complexité, et Aurélien pourrait en parler beaucoup, je pense. Un astéroïde binaire, c'est un astéroïde qui a une lune. Donc, dans le cas de Didymos, l'astéroïde Didymos, on a l'astéroïde principal, et à côté, on a une toute petite lune donc, qui est peut-être
qui est plus petite, beaucoup plus petite. C'est peut-être 1 kilomètre pour le corps principal et centaines de mètres pour le petit lune. Et ces lunes, ça fait le tour, comme notre lune fait le tour de la Terre. Voilà. Et du coup, c'est justement une raison pour laquelle la mission Hera est tellement intéressante, c'est que c'est une mission où on va visiter 2 astéroïdes, pas qu'un seul. Et du coup, on va pouvoir visiter 2 astéroïdes de taille différente. Et on sait très bien que la gravité est très importante à la surface de ces astéroïdes. Donc, on va pouvoir comparer un astéroïde qui est potentiellement formé de la même composition, mais dans 2 régimes de gravité très différents. Et du coup, c'est vraiment une opportunité scientifique de pouvoir étudier ces 2 corps. Donc, pour revenir au CubeSat, donc pour descendre à la surface de la Lune, donc ça c'est le travail d'Aurélie, d'assurer que le CubeSat va pouvoir descendre et arriver à la surface. Ensuite, il faut comprendre qu'est-ce qui va se passer quand on touche la surface. Donc, est-ce que par exemple on va s'enfoncer dans le sable, dans la poussière, dans le régodite à la surface? Est-ce qu'on va rebondir? Est-ce qu'on va rebondir pendant longtemps? Et toutes ces questions sont très importantes parce que, par exemple, si on prend Mascot, il y avait une durée de vie qui était très courte parce que c'était quand même, il n'y avait pas de panneaux solaires, il n'y avait que des batteries. Et du coup, si on allait arriver à la surface et rebondir pendant toute la durée de vie des batteries, on ne va pas pouvoir faire de la science. Donc, c'est important de comprendre combien de temps il faut rester vivante, la mission, mais également avec quelle précision on va viser une partie de la surface. Parce que, est-ce qu'on va essayer de viser les parties où il y a beaucoup de soleil? Ça veut dire c'est bien si on a des panneaux solaires, mais ça veut dire que ça chauffe beaucoup aussi. Par contre, si on veut viser une partie à l'ombre, ce qui s'est passé à Rosetta, à Philae, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas assez de puissance solaire, du coup, on ne peut pas vivre très longtemps. Et du coup, les ingénieurs et les scientifiques ensemble vont décider où on veut essayer de se poser, en général dans une mission, mais il faut comprendre comment ces rebonds vont arriver pour savoir si on vise un endroit, est-ce qu'on va y rester ou est-ce qu'on va rebondir et se retrouver au pôle Nord, au pôle Sud ou à l'équateur, pas là où on a visé. Donc, c'est ce qu'on fait à l'ISAE Super-Héros, c'est on essaye de comprendre les interactions entre les CubeSats, les atterrisseurs, et les surfaces des astéroïdes. Et on fait ça avec des simulations numériques, mais aussi des expériences en faible gravité. Donc, on a une tour de chute où on simule l'atterrissage sur un astéroïde. Et ça fonctionne, en fait, on a une grande tour de chute, on a un grand bac à sable à l'intérieur, et on fait tomber le bac à sable. Et contrairement aux tours de chute habituelles, on ne fait pas tomber complètement le bac. En fait, on le ralentit avec un système de poulies et de contrepoids. Et ça veut dire qu'on puisse contrôler l'accélération du bac. Et du coup, contrôler la gravité à l'intérieur du bac. Et du coup, on peut avoir des interactions entre le CubeSat et le sable en faible gravité et à faible vitesse, comme on va avoir avec l'atterrissage des CubeSat Hera. Et avec ça, voilà. Mais sur très courte durée, par contre, parce que comme on va probablement avoir sur un des CubeSat Hera aussi. Et notre objectif derrière, c'est d'essayer de fournir des informations à la fois pour la mission, pour les opérations de la mission, mais aussi pour pouvoir interpréter derrière les données récupérées par les accéléromètres. Parce que, comme Patrick disait, c'est des roches, mais ce n'est pas des roches sur Terre. Donc, on ne peut pas simplement prendre tous les modèles physiques qu'on utilise pour interpréter des données sur Terre et dire on va appliquer exactement la même chose sur les astéroïdes. Non, il faut vraiment voir comment la physique change, qu'est-ce qui devient important, qu'est-ce qui devient moins important quand on descend en gravité, quand on arrive à ce régime très peu compris pour l'instant. Même avec DART, on va pouvoir regarder un peu plus en profondeur avec les cratères et avec des observations du sol, on peut déterminer leur composition sur les premiers millimètres, mais pour l'instant, on connaît rien sur l'intérieur. Tu viens des simulations numériques et de nos théories et de nos modèles. Et je pense que c'est vraiment ça qui est très important, à la fois pour le business model, pour les ressources, comme vous disiez tout à l'heure, aussi pour la défense planétaire, aussi pour la science, pour comprendre l'évolution de ces corps. C'est vraiment la prochaine
Adventure, c'est de regarder à l'intérieur pour la première fois. Et on a vraiment de la chance que Hera va embarquer des instruments qui sont capables de faire ça pour la première fois. On va regarder à l'intérieur. Et c'est vraiment quelque chose qui va nous apprendre énormément sur ces objets. Est-ce que quelqu'un parmi vous est inquiet à l'idée qu'un astéroïde vienne percuter la Terre et mettre en danger l'humanité ? Non. Voilà. Est-ce qu'on peut résumer la chose en disant que globalement, il y a à peu près autant de chances que ça arrive que de gagner successivement toutes les semaines au loto pendant un an ? Moi, je vais peut-être dire une chose, c'est que effectivement, un jour à l'autre, ça va arriver, ça c'est certain. Mais c'est aussi la seule catastrophe naturelle qu'on peut pas seulement prédire, mais on peut aussi éviter. Et une autre chose que je pense que c'est important que le public sache, c'est que toutes les informations qu'on a sur les astéroïdes sont publiques. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter que l'ESA ou la NASA ou qui quoi puisse connaître un astéroïde qui va impacter la Terre un jour et garder l'information secrète. Au fait, il y a des protocoles qui ont été validés aux Nations Unies et il y a toute une chaîne d'informations. Donc, le jour où effectivement on découvrirait un astéroïde, l'information serait publique. Néanmoins, voilà, on a des réseaux de télescopes qui regardent le ciel toutes les nuits, et on a des missions comme DART, Hera qui vont démontrer la déflexion d'astéroïdes. Donc, avec ces instruments, je pense qu'on peut déjà dormir tranquille, on dormira encore plus tranquille. Très bien. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter un dernier mot de la fin avant que je conclue ? Je voulais juste insister sur la coopération dont Yann a parlé. Pour moi, c'est vrai que c'est un des rares domaines dans lesquels j'ai travaillé finalement par rapport aux autres domaines d'exploration, qui fait que peu importe le domaine observé, protégé ou étudié, on a vraiment une coopération complète. Personne ne cache la copie. On a tous le même objectif et les missions sont même la plupart du temps jumelées. Alors effectivement, la communauté est assez réduite, on ne va pas se mentir, on se connaît quasiment tous, mais bon, peut-être ça aide sûrement. En tout cas, c'est vrai que ça rend les missions d'autant plus intéressantes, cette coopération internationale vraiment ouverte. Et je pense que Léopold est le seul parmi nous à avoir connu ce genre de coopération internationale complète en dehors des astéroïdes. Et en dehors de la Terre. Et en dehors de la Terre. Et justement, je voudrais rajouter une dernière petite chose, parce que là, c'est pas pour les astéroïdes, mais c'est qu'il faut aussi dire que la Commission européenne s'intéresse à ça, puisqu'elle finance 2 consortiums, l'un dans lequel Naomi et moi faisons partie, qui s'appelle NEOMAP, et un autre qui s'appelle NEOROC, pour justement accompagner le développement d'Hera et poursuivre les découvertes de ces astéroïdes potentiellement dangereux. Donc on a l'Agence spatiale européenne, la Commission européenne, et puis bien sûr les autres agences qui se mettent en commun parce qu'il faut une réponse internationale, comme le disait Aurélie, à ce problème-là, et tout ça est en train de se mettre en œuvre, donc on est bien barré. Alors, voilà, merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à maintenant. J'espère que cette émission vous a intéressé. De toute façon, vous allez avoir des liens dans la description qui peuvent vous amener peut-être vers des sites qui parlent de ça, vers d'autres vidéos intéressantes sur le sujet. Je voudrais remercier tous les invités qui ont participé à cette émission, ainsi que les gens de l'ESA, notamment pour toute la partie technique, parce que ça a été un petit peu compliqué à mettre en place en raison du fait qu'on est tous actuellement plutôt à distance et plutôt en téléconférence pour des raisons que personne ici n'ignore. Voilà, et il ne me reste plus qu'à vous dire, à vous souhaiter à tous une excellente journée, et que ce soit l'astéroïde D ou un autre jour, restez curieux, gardez la tête dans les étoiles et prenez le temps d'y penser.